Alors, rebonjour. L'atelier qu'on a préparé, moi et Alexandra, c'est beaucoup un atelier de réflexion par rapport à nos expériences personnelles. Moi, ça fait 20 ans que je fais du TUO, là. Je fais ça depuis le début de ma carrière. Puis, en fait, je vais essayer de faire ça vite. On va essayer de faire ça vite parce que ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment l'échange, puis réponse à vos questions, interrogations, etc. Donc, je commence tout de suite. On a appelé ça l'encadrement clinique dans le traitement du trouble lié à l'usage des opioïdes assisté par la médication. Entre protéger et surcontrôler, trouver le juste milieu. On n'a pas de conflit d'intérêt ni l'un ni l'autre. Donc, les objectifs, ça va être à la fois avec une perspective de membre d'une équipe traitante et perspective d'une personne en traitement, discuter des contraintes liées au traitement et leur justification, hein, se questionner sur le pourquoi on fait les choses, discuter un peu de la consommation de drogue et d'alcool pendant le traitement. Je dis un peu parce que l'atelier qui suit va beaucoup discuter de ça. Et finalement, comment on fait pour favoriser l'établissement d'un partenariat thérapeutique satisfaisant entre les équipes traitantes et les patients en traitement. Première contrainte, la plus évidente, c'est les présences en pharmacie. Alors, je rappelle l'algorithme du consensus d'experts. C'est le nouvel algorithme que j'ai présenté ce matin. Pour quelqu'un qui est sous la méthadone, il va falloir attendre 3 mois avant qu'il ait sa première dose à emporter. Et ensuite, au bout de 8-9 mois, il va pouvoir avoir au maximum, il va pouvoir aller au minimum 1 fois par semaine à la pharmacie, donc avoir 6 doses avec lui. Pour la buprenorphine, c'est plus souple, avec beaucoup un jugement de l'équipe traitante là, par rapport aux doses emportées. Donc, ça s'est quand même beaucoup assoupli. Pourquoi on fait ça comme ça? Donc, c'est certain qu'au niveau particulièrement de la méthadone, il y a une question de sécurité. La sécurité est prépondérante. Lorsque la méthadone a commencé à être prescrite de façon assez libérale en Angleterre ou aux États-Unis, il y a quand même eu pas mal de morts associées à la méthadone. Beaucoup chez des patients qui n'étaient pas en traitement. Alors, probablement que c'est des patients qui se faisaient dépanner par des amis, des connaissances, mais que la dose était trop forte pour leur consommation. Puis, il y a eu des décès. Il y a d'autres argument qu'on peut évoquer pour la présence en pharmacie régulière, c'est que le patient perd moins sa tolérance sans qu'on le sache. Par exemple, un patient qui va 1 semaine à la pharmacie, puis pour une raison ou une autre, il n'est pas capable de prendre ses doses, puis il retourne à la pharmacie sans avoir pris sa méthadone, sans avoir été exposé aux opioïdes, pourrait avoir perdu sa tolérance, puis arrêter de respirer sur la dose qu'il prenait habituellement. Je n'ai jamais vu ça, mais c'est des arguments qui pourraient être évoqués. Ensuite, il y a la restreinte de la dérive de la méthadone vers le marché noir. Oui, peut-être. Mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de bouteilles de méthadone qui circulent, là, qui sont accumulés par nos patients, au cas où il en manquerait. Évidemment, la question de la sécurité se pose là, de façon aiguë lorsque la personne n'est pas en mesure de conserver sa méthadone de façon sécuritaire. On pense aux personnes qui sont sans domicile fixe. C'est pour leur sécurité à eux, parce qu'il y a des gens qui peuvent se faire battre pour se faire voler leur bouteille de méthadone. C'est pour la sécurité des gens autour d'eux. Et il y a quand même quelques évidences scientifiques là, que la sécurité est améliorée par une prise de la méthadone sous supervision lors de l'initiation du traitement. Autre argument qui peut être évoqué, c'est l'efficacité. Si j'envoie mon patient tous les jours à la pharmacie, il y a un gros intérêt à aller mieux, à arrêter de consommer, comme ça, il va pouvoir avoir ses doses, fait que c'est comme une récompense, ça va être comme une récompense. Puis à l'inverse, s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est une punition.
Est-ce que ça fonctionne, ce concept-là de récompense-punition? En tout cas, ça ne fonctionne pas très bien avec mes enfants. Je ne pense pas que ça fonctionne très bien avec mes patients non plus. Est-ce qu'il y a réellement un effet thérapeutique d'envoyer les gens tous les jours à la pharmacie? Il n'y en a pas d'évidence. J'ai cherché, j'ai demandé à Akram, qui est assis, qui est debout derrière, de chercher pour moi. Il n'y a aucune évidence que le traitement est plus efficace si on envoie les gens plus régulièrement à la pharmacie. Moi, j'ai longtemps pensé que avoir une présence régulière à la pharmacie, c'était un ingrédient de l'efficacité du traitement, parce que ça met comme une routine dans une vie qui peut être assez chaotique. C'est peut-être vrai, mais j'en suis de moins en moins convaincu. Mais c'est sûr que pour des gens qui passent leur vie à courir d'un bord puis l'autre, favoriser le contact avec un professionnel de santé une fois par jour, c'est peut-être mieux que de favoriser le contact avec son dealer une fois ou deux par jour. Mais je n'ai pas d'évidence de ça. Par contre, il y a des aspects négatifs. Il y a des contraintes évidentes, là, Alexandra pourra mieux en parler que moi, en termes de temps, de coût. C'est souvent incompatible avec un emploi. Il y a des coûts, ça augmente considérablement le coût du traitement. Là. Il y a des honoraires qui sont donnés aux pharmaciens pour l'observation de la prise de médicaments. C'est un sujet, vous le savez, là, ceux qui font du TAO, du traitement du TDO, c'est un sujet de conflit assez fréquent dans la relation thérapeutique, donc ça pollue, ça peut polluer la relation thérapeutique. Juste pour vous donner quelques chiffres qui m'ont été fournis par Stéphane Roy, un infirmier qui est au CRAN. C'est des graphiques qui montrent combien les gens vont à la pharmacie après 6 mois et 1 an de traitement. Après quand même 1 an de traitement, il y a pas loin de 40-45% de nos patients qui vont au moins 5 fois par semaine à la pharmacie. Hein? Fait que ça en fait du temps passé à la pharmacie, ça en fait beaucoup de temps de déplacement. Avec la buprenorphine, c'est beaucoup moins, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins l'enjeu de sécurité. Là, j'ai vu des chiffres sur les overdoses aux États-Unis. Lorsqu'on parle de milliers de morts causées par peut-être la méthadone, là, parce que c'est souvent des polyintoxications. Lorsqu'on parle de milliers de morts où la méthadone était impliquée, on parle de 2 à 3 pour la Suboxone. Fait que ça n'a rien à voir au niveau sécurité. Mais quand même, néanmoins, après 1 an de traitement, vous voyez, c'est la ligne rouge, il y a quand même pas loin de 30% de nos patients qui vont encore au moins 4 jours par semaine à la pharmacie. C'est beaucoup. J'aimerais entendre Alexandra là-dessus. Je pense qu'elle a beaucoup à dire parce qu'elle le vit dans son temps. Hein? Merci. Il y a une phrase que j'aime beaucoup quand je parle de mon expérience en tant que personne utilisatrice de drogue, c'est qu'il y a autant d'histoires qu'il y a d'individus. Donc, évidemment, mon histoire ne représente pas tout le monde. Par contre, ça fait 23 ans que je consomme des drogues par injection. Puis, j'ai quand même une pas pire expérience avec les traitements de méthadone. Le premier traitement que j'ai fait, c'était un sevrage rapide, en fait, un programme de 30 jours. J'ai aussi fait un traitement qui a réussi. J'ai passé de 150 mg à 0. Puis, je suis de retour sur la méthadone aujourd'hui. Il y a eu une époque où j'avais tous mes privilèges, puis en ce moment, je dois aller à la pharmacie 4 fois par semaine. Donc, évidemment, j'ai connu un peu tout ça. Fait que, qu'est-ce que je retiens là-dedans? Bon, premièrement, la sécurité, j'en ai parlé tantôt. Il faut voir de quel côté quelle est la sécurité. Je pense que tout le monde était là tantôt quand j'ai dit, en fait, c'est la sécurité, oui, que la personne ne va pas aller vendre sa méthadone, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va tomber là-dessus, quelqu'un qui n'a pas d'affaire à avoir cette méthadone-là, qui pourrait faire une overdose, mais il y a la personne qui consomme la méthadone aussi, si elle ne peut pas aller à la pharmacie pour X raisons. Est-ce que c'est mieux qu'elle aille consommer des drogues sur la rue? C'est pas nécessairement plus sécuritaire. Fait qu'il faut vraiment avoir des deux côtés. Quand tu parles de routine dans une vie chaotique,
Selon mon expérience, puis beaucoup de monde que je connais, ça ne fonctionne pas nécessairement parce que quand on a une vie chaotique, mais ça dit notre vie est chaotique, je manquais énormément de jours de méthadone, je manquais énormément de pharmacie parce que je me rendais pas, parce que justement c'était un chaos extrême. Fait que bien que j'aurais aimé pouvoir y aller, ben si j'y allais pas, puis je trouvais d'autres moyens. Fait que pour moi, ça fonctionne pas ça. Le temps, c'est beaucoup de temps. Imaginez quand vous avez une prescription parce que vous venez de la clinique, vous allez à la pharmacie, comment que c'est plate, comment que c'est long, comment que c'est pas le fun, mais imaginez d'avoir à faire ça à tous les jours. Il y a des pharmacies qui sont vraiment cool, comme sur la rue Mont-Royal, où est-ce qu'on a une petite porte sur le côté avec une pharmacienne qui est vraiment gentille, puis ça, c'est comme la perfection, tu sais. Même que j'ai continué à aller là, même si c'est un détour sur mon chemin, mais c'est pas partout comme ça. En ce moment, je dois appeler au travail à peu près une fois ou 2 semaines pour dire, là, je vais arriver juste là, parce qu'il y a pas mal de monde à la pharmacie. Ça arrive régulièrement que j'attends 20-25 minutes à la pharmacie, puis ça peut aller jusqu'à 4 jours par semaine. C'est ridicule pour quelqu'un comme moi qui travaille énormément, de nuit en plus. Puis je pense que j'ai fait mes preuves aussi, puis mon médecin le sait. Je veux dire, mon nom il est connu quand même dans le milieu. On sait que je m'implique dans plein de choses. Donc, il me semble que c'est la logique que ça prend beaucoup trop de temps. C'est pas normal que j'aie besoin de faire ça. Si ça serait pour un autre médicament, on me demanderait pas ça. Le coût, ben c'est sûr. C'est pas tout le monde qui a une pharmacie à côté de chez eux. Fait que ça, en plus, il faut qu'on ait à se déplacer, à se payer une passe d'autobus, à faire quelque chose pour aller à la pharmacie tout le temps. Ça implique un certain coût. Puis j'ai dit, ben ça a des contraintes avec l'emploi. Moi, je travaille de nuit, donc les heures de la pharmacie, c'est pas toujours évident. Il y a même un moment donné où mon pharmacien, la pharmacie ouvrait à 9 h, je commençais à travailler à 10 h, mais le pharmacien était toujours en retard, mais souvent, une fois ou 2 par semaine, le pharmacien il était en retard de 5 minutes. Fait que la pharmacie ouvrait 5 minutes en retard parce qu'il n'ouvre pas tant qu'il n'y a pas de pharmacien. Fait que là, je manquais l'autobus au métro, fait que là, j'arrivais à la job un petit peu en retard. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de choses pour rien. Fait que quand on sait qu'une personne est stable, je pense qu'on devrait avoir le droit d'avoir nos privilèges. Puis je comprends qu'au début, c'est correct qu'il y ait une gradation, qu'on puisse commencer par 1, 2, 3, 4, puis qu'à la fin, on les ait tous. Mais quand j'avais tous mes privilèges, tout allait super bien. Puis même là, quand on a tous nos privilèges, c'est quand même une fois par semaine à la pharmacie. Ça veut dire que si tu veux partir pour un voyage pendant 2 semaines, mais il faut que tu contactes ton médecin. Fait que c'est toujours quelque chose qu'il faut comprendre. Merci, Alexandra. Autre sujet, on en a parlé ce matin, le dépistage de drogue dans l'urine. Alors ça, c'est ce que j'ai présenté ce matin. Dans le consensus d'experts, on cherche vraiment à dissocier les tests urinaires avec l'octroi de doses non supervisées. Les tests urinaires devraient avoir une visée clinique, mis à part le premier pour confirmer le diagnostic. Il y a beaucoup de faux positifs puis faux négatifs dans les tests urinaires. Il faut que le médecin ou le clinicien qui interprète le test urinaire le sache ça. Puis ça peut... une mauvaise interprétation peut avoir un impact important pour le patient. Donc, c'est le même algorithme. Je vais passer vite. Pourquoi on en fait des tests urinaires? Bon, d'abord, pour confirmer le diagnostic. Ça, je pense que ça peut... que c'est légitime. Je pense qu'on en fait beaucoup pour suivre les lignes directrices. Les lignes directrices, c'est marqué dans les lignes directrices, donc je dois faire des tests urinaires. On peut en faire, et ça, je pense que c'est tout à fait justifié, devant des symptômes cliniques qu'on n'est pas capable d'interpréter. Quelqu'un qui serait, je ne sais pas, une personne d'un certain âge, un peu confuse, qui nous jure qu'elle ne consomme pas, mais elle est confuse dans notre bureau, elle a des comportements qui sont inhabituels. On pourrait lui demander, là, il y a une raison clinique à ce moment-là. Lorsqu'on doute des informations reçues, on pourrait en faire également. Je pense qu'on en fait beaucoup, c'est en lien avec les lignes directrices, pour octroyer des doses non supervisées. Dans le consensus d'experts, je me répète, mais on veut découpler cette information-là.
Certains médecins vont en faire pour rouvrir un dialogue sur la consommation, si c'est nécessaire, parce que je pense que la meilleure façon d'ouvrir un dialogue sur la consommation, c'est de poser des vraies questions franches. Pour avoir un portrait de consommation récente, avec les grandes limitations, parce que les tests urinaires restent positifs 2 jours, 3 max après la consommation. Quelqu'un pourrait très bien avoir consommé à la planche avant son rendez-vous trimestriel à la clinique, puis avoir des tests urinaires négatifs. Est-ce que ça améliore vraiment l'évolution clinique? Il y a des guides pour les tests urinaires partout. Il faut en faire, il faut en faire. J'ai fouillé. J'ai demandé à CRAM de fouiller pour moi. Il n'y a aucune évidence que ça améliore l'évolution clinique. Alors, voilà. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients. Ça coûte cher. Inconfort et temps pour la personne en traitement. Puis ça, j'évoque même pas les tests urinaires supervisés, là. Il y a des fraudes possibles. Si les gens savent que c'est conditionnel à l'obtention de doses, bien, ils vont trouver un moyen de frauder les tests. Il y a des faux positifs, faux négatifs, comme je l'ai dit. Puis c'est des informations qui sont incomplètes de toute façon. J'aimerais entendre Alexandra sur la question. Comment elle vit ça, les tests urinaires? Mais encore une fois, de mon expérience, tantôt je dis que je devais aller à la pharmacie 4 fois par semaine, c'est pour une raison, parce que mes tests sont positifs. Et oui, je consomme de l'héroïne. Fait que, ben c'est ça. Moi, c'est la drogue que j'aime. J'en consomme quelques fois dans le mois, peut-être 1 fois par semaine. Comme n'importe qui prendrait sa bouteille de vin. Moi, c'est mon choix de consommer de l'héroïne. Ça ne m'empêche pas d'aller travailler. Je ne vais pas travailler sous l'effet de la drogue. Je paye mon loyer, tout va bien. Fait que pour moi, c'est pas un problème. Ça a déjà été un gros problème dans ma vie, ça ne l'est plus. Pour moi, je m'en suis sortie. Mais parce que mes tests urinaires sont positifs, j'ai pas de privilège, donc je dois aller à la pharmacie. Fait que c'est un peu ridicule dans un sens que j'ai déjà eu un médecin avant qui faisait juste me demander « Est-ce que tu consommes ou non? » Je répondais « Oui », puis j'avais mes privilèges. Puis j'ai des amis que c'est comme ça, c'est une autre chose, c'est pas égal d'un médecin à l'autre, on n'a pas droit aux mêmes privilèges, on n'a pas droit au même traitement, c'est injuste des fois. Puis pourtant, c'est tellement important d'avoir confiance en son médecin puis de pouvoir lui dire qu'est-ce qu'on vit vraiment, comment est-ce qu'on peut être aidé si on n'est pas capable de dire à notre médecin ce qu'on vit. Tu sais, je veux dire, moi, si mon médecin elle me punit parce que j'ai consommé, bien, peut-être que je vais y cacher si ça va pas bien. Fait que déjà là, c'est une mauvaise base pour une bonne relation thérapeutique. Je vais passer la consommation pendant le traitement parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, puis on va en parler. On en a déjà un petit peu parlé, puis Marie-Ève et Jérôme vont en parler plus tard. Je vais peut-être juste présenter ça. Les slides. Ça, c'est encore des diapos tirés de la recherche de Stéphane Roy. C'est des données qui n'ont pas été publiées. Mais ça, c'est après 1 an de traitement. C'est tous des patients nouveaux qu'on a admis de 2012 à 2017, des nouveaux patients au cran qui n'avaient pas de traitement antérieurement. Après 1 an, il y en a, c'est ça, 50, pas loin de 60% quand même qui ont atteint une rémission complète pour les opioïdes. Mais il y en a 40%, donc il y en a 40% qui continuent à consommer, au moins partiellement, là, qui ont une rémission partielle. Le partiel, c'était défini par plus petit que 2 consommations par semaine. Le cas d'Alexandra, c'était une rémission partielle, elle tombait dans les 27%. Fait que ça fait quand même 40% qui continuent à consommer et qui ont le potentiel d'être pénalisés pour ça, même s'ils peuvent fonctionner très, très bien dans la société. Et ils le font de façon tout à fait sécuritaire. Fait que ça touche beaucoup de personnes. Je vais enchaîner pour comment établir un partenariat, un véritable partenariat thérapeutique. C'est quoi les idées que j'avais pour ça? D'abord, on l'a dit ce matin, on l'a dit beaucoup, à peu près tous les présentateurs l'ont dit. Je pense qu'il faut considérer la personne en traitement comme un véritable partenaire. Et pour ça, ça demande d'établir un dialogue qui est franc,
Un dialogue qui est franc, ça veut dire énoncer, nous, de notre côté, c'est quoi nos craintes, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos règles de fonctionnement, à quoi on s'attend. Par exemple, c'est sûr que quelqu'un qui va manquer continuellement ses rendez-vous, c'est un peu difficile de l'évaluer puis de se faire une idée sur est-ce qu'il est sécuritaire ou pas. Ça, c'est un exemple. Puis, on énonce les notes, mais on écoute véritablement aussi quelles sont les préoccupations puis les contraintes de la personne qui est en traitement. C'est quoi ses objectifs? Hein? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Est-ce qu'elle vise l'abstinence? Est-ce que c'est ça son objectif? Ou elle veut juste contrôler sa consommation puis elle veut pouvoir consommer une fois de temps en temps? Puis ça, il faut le faire périodiquement parce que ça évolue. Hein? En traitement, les objectifs d'une personne peuvent changer à mesure que le traitement évolue d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est à répéter régulièrement. Essayez de se mettre à la place de la personne. Hein? Lorsqu'on fait ça, les contraintes deviennent évidentes. Hein? Imaginez-vous aller à la pharmacie tous les jours puis aller faire votre bureau après. C'est pas compatible. Puis, de base, mais éviter les jugements. Là, on n'est pas dans la peau, on n'a pas vécu ce que la personne a vécu. Elle fait ce qu'elle fait. Souvent, c'est un moyen de survie pour elle. Elle a réussi à survivre malgré énormément d'adversité, souvent depuis très tôt dans sa vie. La drogue, la consommation de drogue peut être une façon de passer à travers ces épreuves. Éviter les jugements. Et se rappeler que les lignes directrices ne remplacent jamais le jugement clinique du médecin et des autres professionnels. La phrase la plus importante du consensus d'experts. Et Alexandra, qu'as-tu à dire sur le sujet? Bien, en fait, je pense que c'est pas mal tout dit. C'est vraiment de voir avec la personne qu'est-ce qu'elle veut. C'est comme tu as dit, est-ce que son but, c'est l'abstinence? Est-ce que c'est juste de gérer sa consommation? Est-ce que c'est d'éviter le sevrage? Toutes les raisons sont bonnes. C'est pas à nous d'en juger. C'est pas notre morale qui doit dicter qu'est-ce que la personne a de besoin. Ben c'est ça, je vais juste répéter qu'est-ce que tu as dit. J'ai des amis qui l'ont comme docteur, puis il est vraiment bon. Écoutez-le. Non, là, Ben merci. C'est à vous, là. Je veux vous entendre.